Zia-ed-Din Naqshbandi, Les contes du perroquet, traduit par Madame Marie Deur. Conte premier. La naissance de Miémoun et les amours de Rodjesté. Un prince du temps passé, dont le nom était Sultan Ahmed, possédait beaucoup de richesses et une nombreuse armée. 100 000 chevaux, 1500 chaînes d'éléphants et 900 fils de chameaux étaient dans ses écuries, prêts à marcher au premier ordre. Mais il n'avait pas d'enfants, ni fils, ni filles. Continuellement il visitait les ministres de Dieu pour solliciter leur intercession en sa faveur. Et lui-même, chaque jour, à chaque instant, offrait ses prières au ciel afin d'en obtenir un fils. Après un long temps passé de cette sorte, Dieu donna enfin un fils au roi, et ce fils était agréable comme la lune, beau comme le soleil. Le cœur de Sultan Ahmed s'épanouit comme une rose nouvelle au plaisir que lui causa cet événement. Il fit distribuer de grosses sommes d'argent aux pagodes, aux derviches et aux fakirs. Pendant 3 mois entiers, il donna des fêtes au peuple et envoya de riches habits aux vizirs, aux sages, aux savants et aux docteurs de la ville. Quand ce fils si ardemment désiré eut atteint l'âge de 7 ans, il fut confié à un gouverneur parfaitement versé dans toutes les différentes sciences. En peu de temps, il apprit l'alphabet et les conjugaisons des verbes. Il passa ensuite à des choses plus difficiles, qu'il comprit avec la même promptitude, et il acquit enfin des talents et un mérite distingués. Il apprit aussi les cérémonies que l'on doit observer dans le conseil royal, aussi bien que les règles de la conversation et de la contenance qu'il faut tenir au banquet impérial. Il se conduisit enfin de manière à mériter l'approbation du roi et celle de tous les nobles de sa cour. Le jeune prince avait reçu le nom de Miémoun, qui veut dire heureux. Son père lui donna pour épouse une jeune femme dont le corps était blanc comme la lune argentée et dont la contenance avait l'éclat du soleil. Rodjesté ou Prospère était le nom de cette aimable personne. L'amour que les 2 jeunes époux avaient l'un pour l'autre s'augmentait par leur intimité, et ni le jour ni la nuit ils ne pouvaient se séparer un instant sans en éprouver de la peine. Un jour, Miémoun se promenait à cheval autour de la place du marché. Il vit un homme qui se tenait debout, avec un perroquet en cage à la main. « Quel est le prix de cet oiseau ?» dit Miémoun au marchand. Le marchand lui répondit qu'il ne pouvait vendre son oiseau moins de 1000 pièces d'or. Miémoun répliqua que la personne qui donnerait une telle somme pour une poignée de plumes et la pâture d'un chat serait un ignorant et un imbécile. Le marchand ne savait plus que répondre, et il cherchait ce qu'il devait dire. Alors le perroquet se disait à lui-même : « Si ce riche seigneur ne m'achète point, son refus aura des suites funestes, car ce n'est qu'en s'unissant à des esprits supérieurs qu'on peut acquérir plus de lumière. » Le perroquet dit donc à Miémoun : « Ô beau jeune homme, possesseur de tant de richesses et doué de tant de perfection, quoique je ne paraisse à vos yeux qu'une poignée de plumes, je puis cependant, par le pouvoir de la sagesse et de la science, m'élever jusqu'aux choses du ciel. Les hommes les plus éloquents sont frappés d'étonnement et d'admiration en écoutant mes discours. Le moindre des talents que je possède est de connaître le passé et l'avenir comme je connais le présent. Je sais aujourd'hui ce qu'il faudra faire demain. Et pour vous le prouver,
apprenez que la caravane de Kaboul va arriver dans cette ville pour acheter toute l'huile d'aspi qui s'y trouvera. Devancez-la, achetez vous-même tout ce que vous pourrez vous procurer, et en le revendant à ces marchands voyageurs, vous retirerez un bénéfice considérable. Miemoun, après avoir entendu le perroquet, comprit et approuva son conseil. Il donna au propriétaire de l'oiseau la somme qu'il lui avait demandée, et l'ayant alors en sa possession, il l'emporta dans son palais. Il envoya ensuite chez tous les marchands d'huile d'aspi et en fit demander le prix. S'étant tous réunis, ils lui vendirent, moyennant 10 000 pièces d'or, tout ce qui s'en trouva dans la ville. En moins d'1 heure, il renferma le tout dans un de ses palais, et il paya la somme convenue. Le 3e jour, la prédiction du perroquet s'accomplit. La caravane de Kaboul arriva. Les marchands firent de grandes recherches pour se procurer de l'huile d'aspi. Mais recevant partout la même réponse, ils finirent par s'adresser à Miemoun et lui ayant payé 50 000 pièces d'or tout ce qu'il en possédait, ils l'emportèrent dans leur pays. Miemoun finit par prendre tant de plaisir à la conversation du perroquet et se sentit pour lui un si vif attachement qu'il acheta un autre oiseau appelé Charouk pour lui tenir compagnie, afin qu'il n'eût point à supporter l'ennui de la solitude, suivant le précepte des sages. Chaque espèce doit être avec son espèce, la colombe avec la colombe, le faucon avec le faucon. Un jour, Miemoun dit à Rodjesté: « Il faut absolument que je fasse un voyage pour visiter plusieurs ports. Jurez-moi que pendant mon absence, quoi que vous puissiez avoir à faire, vous ne mettrez aucun projet à exécution sans avoir consulté le perroquet et la charouque, et sans avoir obtenu leur consentement. » Rodjesté le jura par les choses les plus sacrées, et Miemoun, après les plus tendres adieux, commença son voyage. Après le départ de Miemoun, Rodjesté se livra à la plus violente douleur, et loin de celui qui possédait toutes ses affections, elle ne voulait plus ni dormir ni manger. Cependant le perroquet lui raconta des histoires si agréables qu'il chassa le chagrin de son cœur. Il y avait 6 mois que Miemoun était absent, lorsqu'un jour Rodjesté monta sur la terrasse de son palais, et pour se distraire un instant elle regardait dans la rue. Elle s'était baignée et avait pris ce jour-là grand soin de sa parure. Un jeune prince d'un autre pays, qui voyageait et se trouvait alors dans cette ville, aperçut Rodjesté. Sa beauté l'enflamma d'amour, et la vue du prince charma également Rodjesté. Le prince envoya au même instant une vieille femme chargée de porter à Rodjesté les vœux de son amour et de l'engager à se rendre chez lui secrètement, lui promettant que si elle voulait lui accorder 4 heures, il lui donnerait en retour de cette condescendance un anneau d'un prix inestimable. Rodjesté rejeta d'abord ces propositions, mais à la fin les instances de la dangereuse messagère prévalurent, et elle retourna près du prince, lui portant cette réponse. Que le jour révèle nos actions, mais que la nuit les cache de son voile, et que Rodjesté se rendrait chez lui après minuit. Vers le soir, elle se para avec élégance, et se rendit auprès de la charouque. Elle s'assit sur un sofa et se prit à réfléchir, car elle se rappelait son serment de ne rien entreprendre sans avoir consulté le perroquet et la charouque. Comme je suis une femme, se dit-elle, et que la charouque est une femelle, elle me comprendra bien dans cette occasion, et elle me donnera la permission de faire une visite au prince.
Dans cette persuasion, elle exposa à l'oiseau toutes les circonstances de la position où elle se trouvait et lui demanda conseil. « Gardez-vous, dit la sage conseillère, gardez-vous de commettre une telle action, car elle est considérée ici comme l'action la plus honteuse et la plus criminelle. » Mais l'amour avait pris trop d'empire sur Rodjesté. Le refus de la charouque la mit hors d'elle-même. Elle saisit avec colère le pauvre oiseau par les pieds, et le tirant hors de sa cage, elle le jeta par terre avec une telle violence que la charouque expira au même instant. Alors, pleine de dépit et de rage, Rodjesté alla trouver le perroquet et lui exprima ses désirs en lui racontant ce qu'elle avait fait de la charouque. Le perroquet était doué de beaucoup de sens. Il se dit « Si je refuse mon consentement et que je fasse des objections comme la charouque, je serai tué ainsi qu'elle. » Après cette réflexion, il répondit à Rodjesté, en prenant le son de voix le plus doux et le plus flatteur. La charouque était une femelle, et souvent elle manque de sagesse. C'est par cette raison que celles qui sont sages elles-mêmes ne doivent point révéler leurs secrets à des personnes de leur sexe. Ne soyez donc pas inquiète, ne vous troublez pas l'esprit, car aussi longtemps que j'existerai, je ferai tous mes efforts pour servir vos inclinations. Que Dieu permette qu'elle soit heureuse. Mais si jamais le secret en était divulgué, et que votre mari en apprit quelque chose, je remettrai la paix et la tranquillité entre vous deux, ainsi que fit le perroquet de Fairouk-Beg. Rodjesté lui demanda quelle était l'histoire du perroquet de Fairouk-Beg, ajoutant qu'il l'obligerait s'il voulait la lui conter. Le perroquet obéit et commença en ces termes. Il y avait dans un pays éloigné un marchand nommé Fairouk-Beg, qui avait un perroquet fort spirituel. Ce marchand, se voyant obligé de voyager, confia à son oiseau favori non seulement la garde de ses trésors et de ses bijoux, mais encore la tâche de surveiller sa femme. Il partit ensuite et dans toutes les villes où il s'arrêtait, il s'occupait d'affaires de commerce. Peu de temps après le départ du marchand, sa femme devint éprise d'un jeune Mogol. Chaque nuit, elle introduisait son jeune amant dans sa maison, ils dormaient dans le même lit, et ils ne se séparaient qu'au matin. Le perroquet vit toute cette manière d'agir, entendit leurs entretiens passionnés. Cependant il gardait le secret, comme s'il n'avait rien vu ni rien entendu. Il y avait 1 an et demi que les choses allaient de cette sorte, lorsque le marchand revint chez lui. Il interrogea le perroquet sur tout ce qui s'était passé dans sa maison. Le perroquet rendit un compte fidèle au marchand de toutes les affaires du logis. Mais il ne lui dit rien de ce qui touchait sa femme, parce qu'il savait bien qu'il en serait résulté une rupture entre eux. 15 jours se passèrent fort bien. Mais au bout de ce temps, Fairouk-Beg fut très étonné d'apprendre de la bouche d'un étranger toutes les circonstances de l'attachement de sa femme pour le jeune Mogol. Car malgré leurs précautions, on avait surpris leur secret, et ce sage précepte que le musc et l'amour ne peuvent se cacher s'était vérifié cette fois encore. Le marchand furieux vint trouver sa femme, lui reprocha sa faute et la punit sévèrement. La femme ne pouvait porter ses soupçons que sur le perroquet. Elle l'accusa d'avoir révélé à son mari tous les mauvais tours qu'elle lui avait joués, et ne regardant plus ce pauvre animal que comme son ennemi, elle voulut se venger. Saisissant donc une occasion favorable, elle arracha pendant la nuit toutes les plumes du perroquet, le jeta dehors, et appelant ensuite ses esclaves, elle leur dit que sans doute un châle l'avait emporté. La femme ne doutait pas que le perroquet ne fût mort de sa chute, mais quoiqu'il fût en effet grièvement blessé, il conservait encore un faible reste d'existence.
Au bout d'une heure, il retrouva le pouvoir de faire quelques mouvements. Près de là était un cimetière où il se traîna. Il resta caché plusieurs jours dans un tombeau. Il jeûnait toute la journée et ne sortait que la nuit du trou qui lui servait d'asile. Les voyageurs avaient coutume de descendre dans ce cimetière et d'y manger quelques-unes de leurs provisions. Le pauvre oiseau vivait de leurs restes, prenait un peu d'eau et retournait dans son trou vers le matin. Les plumes du perroquet repoussèrent après quelque temps, et il fut bientôt en état de voler à une courte distance, se perchant tantôt sur une tombe, tantôt sur une autre, et mangeant toutes les graines qu'il pouvait découvrir. Cependant, le matin qui avait suivi la nuit de la disparition du perroquet, le marchand en se levant était allé selon son habitude visiter la cage. Lorsqu'il vit que l'oiseau n'y était plus, il fit de grands cris, jeta son turban par terre et donna tous les signes d'un trouble extrême. Il entra dans une si furieuse colère contre sa femme qu'il l'arracha de son lit, la jeta sur le plancher, et malgré ses prières et ses protestations, il la chassa de sa maison. La femme, bien affligée et repentante, fit alors la triste réflexion que, répudiée par son mari, elle serait la fable de toute la ville. « Non, non, dit-elle, il n'en sera pas ainsi. Il ne me reste qu'un parti à prendre, c'est de me retirer dans le cimetière qui est proche de la maison, et là j'expirerai de faim et de douleur. » Sur-le-champ, elle s'y rendit, et elle fit abstinence tout le jour. Vers le soir, le perroquet, sans se montrer, l'appela et lui parla ainsi. « Femme, dit-il, coupez vos cheveux et faites un jeûne sévère pendant 40 jours, sans sortir de ce cimetière. Après ce terme, je vous pardonnerai tous les péchés que vous avez commis dans le cours de votre vie, et je ferai votre paix avec votre mari. » Cette voix et ces paroles jetèrent la femme dans le plus grand étonnement. Elle pensa que la tombe d'où elle lui paraissait sortir était le lieu de repos de quelque homme juste et pieux, qui l'absoudrait de ses fautes et la réconcilierait avec son époux. Dans cette persuasion, elle coupa ses cheveux et continua à vivre ainsi qu'il lui était ordonné, dans le jeûne et la prière. Un jour, le perroquet sortit de la tombe où il se réfugiait, et, paraissant devant la femme de Férouk-Beg, il lui dit « Ô femme, sans t'informer si j'avais commis quelque faute, tu m'as inhumainement privé de mon plumage, et tu as cherché à me donner la mort. Tu as accompli ce qu'avait ordonné mon étoile, mais j'ai mangé ton sel, j'ai été acheté par ton maître, et tu es ma maîtresse. En cette considération, je veux en agir bien avec toi et te donner une preuve de mon amitié. C'est moi qui ai prononcé les mots que tu as entendus sortir d'une tombe. C'est moi qui t'ai promis de te réconcilier avec ton époux. Je ne suis point un médisant. Je suis resté muet, et loin de révéler tes fautes à ton mari, j'ai conservé la fidélité que je dois à celle qui m'a nourri de son pain. Tu en auras la preuve, car en ce moment même, je vais trouver ton mari et vous réunir tous deux. » Le perroquet, en finissant de parler, alla dans la maison de son maître, et se présentant devant lui, il lui fit ses révérences et implora en sa faveur les bénédictions d'une longue vie et l'accroissement de ses richesses. Le maître, étonné, lui demanda qui il était et d'où il venait. Mais un second coup d'œil lui ayant fait reconnaître son oiseau chéri, il s'écria « Où as-tu donc été tout ce temps, et dans quel endroit as-tu vécu? Dis-moi ton histoire de point en point. » L'oiseau répondit « Je suis votre perroquet. Un chat m'arracha de ma cage et me dévora. » « Mais, dit le maître, encore plus étonné,
Comment êtes-vous donc revenu à la vie ?» Le perroquet répliqua: « Vous avez chassé de votre maison votre femme qui était innocente. Elle s'est retirée dans le cimetière où elle a jeûné pendant 40 jours dans une affliction profonde. Et le Tout-Puissant, la regardant en pitié, m'a rendu la vie et m'a ainsi donné ses ordres. Perroquet, m'a-t-il dit, va trouver le mari de cette femme et rétablis entre eux la paix et l'union. Ta présence prouvera la justice de sa cause. » Le maître de l'oiseau reconnut la vérité de ce discours. Montant promptement à cheval, il alla trouver sa femme et lui demanda pardon de l'avoir persécutée sans qu'elle eût commis aucune faute. Ferouk Beg ramena sa femme dans sa maison, et depuis ce moment ils vécurent dans la meilleure intelligence et dans toutes les jouissances de l'amour et des plaisirs. Le perroquet de Miémoun ayant ainsi fini le conte du perroquet du marchand, dit à Rodjesté: « Levez-vous promptement et allez trouver le prince, car il ne faut pas manquer à votre promesse. Si jamais, et que Dieu nous en préserve, si votre mari en apprenait quelque chose, je suis prêt à rétablir entre vous la paix et l'amitié, ainsi que l'a fait le perroquet dont je viens de vous conter l'histoire. » Rodjesté, enchanté, se disposait à se rendre chez le prince, mais en ce moment l'aurore commençait à paraître. Elle remit son départ à la soirée suivante, puis, se trouvant fatiguée d'avoir passé la nuit à écouter le conte du perroquet, elle se retira et alla se mettre au lit. Conte second. Histoire de la sentinelle du roi de Tébéristan. Lorsque le jour fut terminé, et qu'enfin la nuit étendit ses voiles sombres, Rodjesté se leva de sa couche somptueuse. Après avoir pris quelque nourriture et goûté à diverses sortes de fruits, elle s'occupa de sa toilette, posa de riches ornements sur sa tête, mit des ajustements de superbes brocarts et vint demander au perroquet la permission de se rendre chez le prince. « Réjouissez-vous, dit le perroquet, et qu'aucune pensée fâcheuse ne vienne troubler vos plaisirs, car je serai actif et zélé à trouver les moyens de vous réunir avec votre amant. » Mais de votre côté, Rodjesté, il faut que vous conserviez pour lui dans votre âme tant d'amitié, de bienveillance, d'affection et d'ardeur, que ces sentiments puissent égaler l'attachement et la fidélité que la sentinelle du roi de Tébéristan conserva dans son cœur pour ce monarque. Il en résulta pour lui la plus grande prospérité. « Quelle est cette histoire ?» dit Rodjesté, « et qu'arriva-t-il au roi de Tébéristan ? Contez-moi cela promptement, je vous prie. » Les sages de l'Antiquité l'ont ainsi raconté, répondit le perroquet. Il arriva un jour que le roi de Tébéristan avait fait un repas et une fête qui surpassaient tout ce qu'on peut voir sur la terre. Les viandes les plus exquises, les liqueurs les plus fines et tout ce qui peut flatter le goût se trouvaient en profusion à ce festin. Tous les princes, les nobles, les sages et les docteurs y étaient invités, et tous ceux qui étaient d'un rang inférieur étaient régalés dans des salons différents. Tout à coup, un étranger se présenta dans la salle du festin. Les principaux seigneurs s'empressèrent de lui demander qui il était et d'où il venait. L'étranger répondit: « Je suis gladiateur et chasseur de lions. Je tire de l'arc avec tant d'habileté que je suis certain de faire passer ma flèche au travers d'un rocher. Et de plus, je possède plusieurs talents et diverses connaissances mystérieuses. J'étais au service de l'émir de Rodjend, mais il n'a pas su m'apprécier. Je l'ai donc quitté
et je viens m'offrir au roi de Tébéristan. » Le roi, ayant entendu le discours de l'archer, commanda à ses courtisans de recevoir cet homme au nombre des gardes de sa personne. On obéit sur-le-champ à cet ordre, et on admit l'archer au service royal. Depuis lors, il passait toutes les nuits en sentinelle, debout sur une jambe et les yeux attachés sur le palais du roi. Or, pendant une belle soirée, le roi se promenait sur une terrasse élevée de son palais. Il s'y trouvait seul vers minuit. Après avoir porté ses regards de tous côtés, il baissa les yeux sur la place qui était au-dessous du balcon, et il vit un homme qui se tenait debout sur une jambe. Le roi lui demanda son nom, et ce qu'il faisait à cette heure dans une pareille attitude. L'homme répondit : « Je suis la sentinelle chargée de veiller la nuit à la sûreté du palais du roi, et depuis quelques jours, je me tiens ainsi posé sur une jambe, dans l'attente et dans le plus ardent désir de jouir de l'auguste présence de sa majesté. Ce soir, enfin, avec le secours de la fortune et grâce à l'heureuse influence de mon étoile, j'obtiens le bonheur de contempler les grâces de votre majesté, et je suis enivré de joie à cause de cette occasion favorable. » Tandis qu'il parlait ainsi, le roi entendit une voix qui sortait d'un désert sauvage peu éloigné, et qui disait : « Je viens. Qui me renverra ?» Le roi, étonné de ces paroles, demanda à la sentinelle s'il savait qui parlait ainsi. La sentinelle répondit : « Sire, voilà déjà plusieurs nuits que j'entends ce même bruit, mais le devoir m'obligeant à ne pas quitter mon poste, je n'ai pu en chercher la cause. Aujourd'hui, si votre majesté veut me l'ordonner, je mettrai toute la célérité possible à vous éclairer là-dessus, et j'en instruirai les fidèles esclaves de votre volonté sacrée. » Le roi lui répondit : « Va, et lorsque tu sauras quelle est cette voix, à toi de venir me l'apprendre. » La sentinelle s'éloigna rapidement, et le roi, se couvrant d'un long manteau noir et se cachant le visage, la suivit à peu de distance sans en être aperçu. Il entrevit bientôt sur le milieu de la route une femme extrêmement belle qui répétait ces mots : « Je viens. Qui me renverra ?» La sentinelle adressa la parole au fantôme en ces termes : « Ô femme, douée de formes si ravissantes et d'une beauté si parfaite, qui es-tu et pourquoi répètes-tu les mots que je viens d'entendre ?» La femme lui répondit : « Je suis l'ange de la vie du roi de Tébéristan. Elle est arrivée à son terme, et le voici au moment d'expirer. »« Ah !» reprit la sentinelle, « ange de la vie du roi, je t'adjure de m'apprendre par quels moyens on peut prolonger son existence. » La figure répliqua : « Sentinelle, si tu veux donner la vie de ton propre fils en échange de celle du roi, je m'en retournerai afin que le roi puisse vivre quelque temps de plus dans le monde, et qu'il ne meure pas maintenant. » À ces mots, le roi de Tébéristan éprouva une vive anxiété, mais la sentinelle reprit avec un air de satisfaction : « Ma propre vie, celle de mon fils, tout sera sacrifié avec transport au bonheur de conserver les précieux jours de sa majesté. Arrête-toi donc et accorde-moi une heure de délai pour que je puisse aller jusqu'à ma maison et ramener mon fils, ou plutôt ta victime. » En effet, la sentinelle alla en toute hâte à sa maison et apprit à son fils ce qui venait de se passer. Le jeune homme répondit : « Le roi est juste et magnanime,
Il aime ses sujets et protège les étrangers. L'existence d'un tel monarque assure le bonheur du peuple, la prospérité du royaume. J'ai appris de mon gouverneur que si, pour prévenir la perte d'un bon roi, les vizirs étaient obligés de faire mettre à mort un de ses sujets, cette action ne pourrait être regardée comme un crime, car si le monarque est arraché ainsi à la mort, un homme de moins assure le repos de plusieurs milliers d'hommes qui vivent sous ses lois. À Dieu ne plaise qu'un si bon roi vienne à mourir. Il pourrait avoir pour successeur un tyran dont la cruauté opprimerait tout le peuple et ferait un désert de ce beau royaume. Hâtons-nous donc, mon père, allons où vous êtes attendu, je recevrai la mort sans regret. S'étant armée de résolution, la sentinelle conduisit son fils au fantôme, et lui ayant lié les pieds et les mains, elle saisit un fer acéré, et elle leva le bras pour lui couper la tête. Le fantôme lui arrêta la main en disant « Ne sacrifiez point votre fils, le Très-Haut est satisfait de votre intention généreuse, il est miséricordieux, et en votre faveur, il m'ordonne de m'éloigner encore pendant 60 années. » La sentinelle, à cette heureuse nouvelle, ne savait plus comment exprimer sa joie. Le roi, qui avait vu le noble dévouement du père et de son fils, éprouva la satisfaction la plus vive, et se tenant toujours à l'écart, il retourna promptement sur la terrasse du palais, où il recommença à se promener, comme il l'avait fait auparavant. Au bout d'une demi-heure, la sentinelle se présenta devant le roi, et remplissant les cérémonies accoutumées d'hommage et de révérence, elle le salua en ces termes. « Que la paix soit avec toi, ô monarque du monde, qu'une vie longue et heureuse, que la santé et les richesses soient ton partage. » Le roi lui ordonna de lui apprendre d'où provenait le bruit qu'ils avaient entendu. La sentinelle croisa ses bras sur sa poitrine en signe de respect et raconta ainsi ce qui lui était arrivé. « Sire, une femme jeune et belle, fuyant les mauvais traitements de son mari, avait abandonné sa maison et elle était assise à terre et faisait entendre des lamentations. Je me suis approché d'elle et lui parlant en des termes doux et conciliants, j'ai rétabli la paix et la bonne intelligence entre elle et son époux. Et maintenant, j'ai obtenu sa parole de ne plus penser à quitter sa maison d'ici à 60 ans. » Le roi, qui avait tout vu, comprit la loyauté et la délicatesse de la sentinelle, et ne cherchant pas plus longtemps à lui cacher qu'il savait ce qui s'était passé, il lui dit « Je t'ai suivi, et j'ai vu tout ce qui a eu lieu entre toi, la femme et ton fils. Je connais maintenant votre attachement et votre fidélité. Voici l'arrêt de ma volonté. Jusqu'à présent tu as été pauvre et malheureux, ton cœur était souvent troublé, mais s'il plaît à Dieu, il n'en sera pas de même à l'avenir, car avec l'assistance de Dieu je vous rendrai riche, toi et ton fils, et vous élèverai aux dignités les plus éminentes. » Le roi se retira et alla se reposer. Le lendemain, dès l'aurore, il monta sur son trône et ordonna aux ministres d'État de mander tous les vizirs, les sages et les gouverneurs des provinces. Alors, devant toutes ces personnes présentes au conseil, il nomma la sentinelle son héritière au trône et remit à ses soins les clés de tous ses trésors. Au moment où le perroquet finissait l'histoire du roi de Tébéristan, l'aurore avait ouvert les portes du jour, le soleil commençait à briller de l'éclat le plus pur. Rodjesté différa son départ. Cependant, comme elle était fatiguée d'avoir passé la nuit sans dormir, elle se retira et fut chercher le repos sur ses carreaux de velours.